Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, Virbac n'apprécie pas trop, le marché n'apprécie pas trop les résultats de Virbac. On va à peu près commenter cet article. On va aller assez rapidement ici. Moi, je voulais toujours dire le plus important pour moi, au-delà même de quand on publie des rapports financiers ici, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé ici, enfin, quelles sont les raisons qui expliquent les événements du trimestre, du trimestre précédent, à quoi s'attendre ici à court terme et quels sont les éléments à surveiller. D'accord? Donc, on va lire ça assez rapidement. Alors, on y va rapidement. Donc, les messages d'alerte sur un ralentissement de la croissance ne touchent manifestement pas seulement les entreprises sensibles à l'évolution de l'économie chinoise. Le laboratoire vétérinaire Virbac a chuté de près de 12% au plus bas de cette séance de vendredi en réaction à des chiffres décevants sur le plan commercial pour la période allant de juillet à septembre. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires n'a augmenté que de 7,7% à données publiées et 3,4% à taux de change et périmètre constant chez Virbac. Donc, la progression était de 13% au deuxième trimestre et de 9,7% au premier sur cette même base de calcul. Donc, on se dit ici qu'on a un ralentissement. Donc, le groupe met en avant un effet de base défavorable, ce que ne remettent d'ailleurs pas du tout en cause les analystes financiers, à l'image de ceux du cabinet Oddo BHF, pour qui le ralentissement de la croissance était attendu, mais dans une moindre mesure. Donc, la croissance du troisième trimestre est légèrement sous notre attente, mais en ligne avec les prévisions annuelles, a souligné ici le bureau de recherche. Donc, les objectifs 2024 sont d'ailleurs confirmés de la part de Virbac, qui continue de viser entre 7 et 9% de croissance à taux de change constant et 12,5 à 14% de croissance en données réelles. Alors, on va se dire une chose. Réellement, ce n'est pas évident de faire des prévisions de croissance aux chiffres près. Et donc, si on a de la croissance ici, si les analystes s'attendaient à 5% et qu'on a eu 4,3% ou bien 3%, ce n'est pas si mauvais que ça. Surtout si ça touche tout le secteur d'activité. Maintenant, quelles sont les raisons derrière? C'est ça qui devrait vous intéresser. C'est peut-être cet élément qui devrait vous intéresser. Maintenant, la variation de Virbac ici à 10% peut être due à d'autres éléments qu'on va voir tantôt ici, notamment quand on va parler d'évaluation. Donc, c'est pas, il faut toujours garder ici l'objectif, comment dire, il faut toujours garder ici l'objectif en vue, à savoir ici la croissance du marché. Quel est l'objectif principal quand vous investissez cette compagnie ici? Vous avez peut-être investi par rapport à la taille du marché. Le marché est de plus en plus en croissance et Virbac a tendance ici à croître plus rapidement que son marché d'origine, etc. OK? Regardez toujours le long terme. Visez toujours la croissance, les parts de marché. Ce sont les éléments que vous devez garder en tête. Et dites-vous que ce n'est pas quelque chose ici. La croissance ici n'est pas linéaire. OK? On a tendance à avoir des ralentissements. Ça peut arriver. C'est pas parce qu'on a un ralentissement qu'il n'y aura pas un redémarrage de la croissance. Et maintenant, la croissance est due à quoi, justement? C'est ce qu'on devrait également regarder. Donc, l'Amérique du Nord décroche, l'Europe résiste. Au-delà de l'effet de base, c'est l'ampleur du déstockage aux États-Unis qui surprend un peu le cabinet d'analystes. Par métier, les animaux d'élevage semblent avoir un peu plus ralenti par rapport aux animaux de compagnie, indique encore Oddo BHF. Au premier semestre, les animaux de compagnie affichaient une hausse de 15,1%. Ce sont les segments d'activité ici de Virbac, ok, à périmètre et taux de change constant, donc plus 11% ici sur l'ensemble des 9 premiers mois de l'année 2024. Et les animaux d'élevage, 7% à périmètre et taux de change constant tirés par les ruminants et l'aquaculture contre 3,2% sur 9 mois. Les tendances sont par ailleurs disparates sur le plan géographique. Ce sont l'Amérique du Nord et le Pacifique et l'Asie qui subissent le plus fort ralentissement sur le dernier trimestre. Les ventes ont ainsi reculé de 6% en données totalement comparables outre-Atlantique contre une hausse de 22% fin juin. Elles n'ont augmenté que de 2,8% en Asie après une progression de 8,8% au premier semestre. Donc, l'Europe résiste bien, en revanche, avec une hausse de 11,8% des facturations dans la lignée de 12,3% observée sur les premiers mois d'année. Il y a trop de chiffres. Tout ce que vous devez vous dire ici, enfin, on a parlé ici, au début, on a parlé ici de déstockage. Donc, ça peut être ici une situation temporaire. Donc, les détaillants ou bien les distributeurs ici ont beaucoup de stock. Donc, il faut l'écouler avant de commander un nouveau stock. Donc, la question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que cette compagnie a tendance à avoir des revenus récurrents? Donc, par rapport aux produits qu'on vend ici, est-ce que les éleveurs ou bien les propriétaires d'animaux de compagnie commandent jamais ces produits-là de manière régulière? Si c'est le cas, c'est temporaire.
OK? Donc, il y a de grandes chances que le revenu actuel reste au moins à ces niveaux-là. Donc, l'écueil est certes réel, mais il ne remet pas en cause l'atteinte des objectifs annuels selon Oddo BHF. Ils induisent en effet une croissance de 4,5 à 5% du chiffre d'affaires au quatrième trimestre, ce qui est jugé d'un côté réaliste, compte tenu du momentum spécifique à Virbac et du marché avec un mix prix-volume, mais pas réellement dépassable au vu de l'organique du troisième trimestre, sauf avoir un restockage aux États-Unis. Le bureau de recherche reste en surperformance avec un objectif à 414 €. Ben voyons. Maintenant, ils ont un objectif à 414 € et nous, quel est notre objectif? Premièrement, Virbac, avec ça, on va faire un tour d'horizon assez rapide ici. Alors, croissance des revenus, très bien. Pourquoi? C'est la question que vous devez poser. Marge brute, stable ou croissante? Elles sont stables. On aime déjà ça. C'est le premier niveau de pricing power, c'est au moins la stabilité des marges brutes. Croissance des revenus, stabilité des marges brutes. J'aime bien ce que je vois déjà sur cette compagnie. Ensuite, enfin, comme d'habitude, ça fait très longtemps qu'on suit cette compagnie, au moins quantitativement. Ensuite, nous avons ici le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue sur les derniers mois ici? Il diminue de manière timide. Il n'y a peut-être pas assez de flottants ici. Voilà, ou bien, voilà, c'est peut-être la raison pour laquelle ça diminue aussi timidement. Ensuite, nous avons les marges EBITDA. Est-ce qu'elles sont plutôt stables, vu que la marge brute est également stable? On va se dire, oui, dans une certaine mesure. Ici, on a peut-être sur les 5 dernières années, on a dit 17,8%. 3 dernières années, 18%. Donc, c'est assez stable. On aime ça, d'accord? Aujourd'hui, sur les derniers mois, ici, on est presque à 20%. Est-ce que l'objectif de management ici, c'est augmenter les marges? Allez-y, vérifier quel est l'objectif. Mais j'aime déjà ce que je vois ici. Marge nette. Sur les 10 dernières années, 6%, 5 dernières années, 10% par là, c'est plutôt correct. Toujours, voilà, par rapport à ce qu'on a connu par le passé, on reste à peu près sur quelque chose d'assez stable. La pandémie étant passée par là, c'est un peu normal qu'on ait ce genre de variation. Après, il faut normaliser ces résultats-là de temps en temps parce que ça peut prendre en considération des éléments extraordinaires. Donc, free cash flow. On aime bien regarder également les free cash flow margin. Free cash flow margin, qu'est-ce qu'on a ici? On a à peu près quelque chose aux alentours de... Voilà, je vais comparer ça avec les marges nettes. Hein. On les met sur le même graphique. Est-ce qu'ils parlent le même langage? On constate que les free cash flow en termes de marge sont généralement moins élevés ici. Ça peut être un effet dû au BFR, ce genre de choses-là. Donc, il faudrait aller checker ça. Mais voilà, grosso modo, ici, on pourrait se dire que les deux vont dans le même sens. Donc, free cash flow, net income... On les met sur le même graphique, ça donne voilà, quelque chose d'assez appréciable. Maintenant, cette compagnie, le marché paye généralement combien de fois les bénéfices pour cette compagnie? Généralement avec une croissance, avec un maintien des marges, les marges brutes comme pareil. Il a tendance à être un tout petit peu optimiste, donc il paye généralement combien de fois les bénéfices? Aux alentours ici de 19 fois les bénéfices, c'est presque 20 fois les bénéfices. Hein. Sur les 10 dernières années, c'est combien? 25 fois les bénéfices, ça c'est l'optimisme. Pourquoi est-ce qu'on va payer 25 fois les bénéfices sur les 10 dernières années? Tout simplement parce que la croissance également va dans le même sens. Enfin, 5% de croissance quand même, c'est abusé. Hein. À 5% de croissance, c'est très peu pour payer 25 fois les bénéfices. Entre 20 et 25 de toutes les façons. Dans tous les cas de figure, quand vous faites, vous devez toujours avoir 3 hypothèses, pessimistes, de base et optimistes. De base, ça sera 20%. Okay, 20 fois les bénéfices. Parce que si on prend à peu près les 20 dernières années, en termes de margin ici, en termes de PER, on a à peu près 20 fois les bénéfices, donc 5% de rendement. Si on prend les 5 dernières années, le marché s'emballe un tout petit peu. Okay? Donc, revenons à peu près au niveau de l'évaluation. La dette nette, etc., je pense que vous savez à peu près comment faire. Il n'y a presque pas de dette ici, c'est assez correct. Donc, par rapport à l'évaluation ici, combien de fois les bénéfices je pourrais payer pour cette compagnie? Si je suis optimiste, c'est 25 fois les bénéfices. Et l'optimisme ici va dépendre de la croissance des revenus dans le temps. OK? Croissance des revenus, croissance des bénéfices nets. OK? Donc, ça, c'est l'optimisme. Si je suis pessimiste, enfin, si je veux rester à peu près conservateur, je vais mettre à peu près aux alentours de 20 fois les bénéfices. Idéalement, si une entreprise, si elle nous chope à peu près aux alentours de 15 fois les bénéfices, c'est un bon deal. Donc, aujourd'hui, Virbac, c'est combien? Je vais regarder ça rapidement. $354 parce que le Fastgraph ici n'est pas ajusté. Je rappelle que vous avez un lien d'affiliation ici pour Fastgraph en description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. J'aime bien Fastgraph parce que ça me permet de voir rapidement si une entreprise est intéressante ou pas. Parce qu'ici, graphiquement, je peux déjà voir que c'est à la limite correctement évalué si on ne prend pas en considération la dette. Donc, si on prend ici les 25 fois les bénéfices, 25 fois les bénéfices, c'est optimiste. Je rappelle bien. OK? À 25 fois les bénéfices, il faut au moins avoir une croissance à double chiffre. Ou bien être sur un marché sur lequel vous êtes, par exemple, sur un marché d'oligopole, ou bien vous avez un pricing power de malade, d'accord? Donc faites attention, 25 fois les bénéfices, on ne paye pas 25 fois les bénéfices parce que sur les dernières années, c'était 25 fois les bénéfices. Non, ça veut tout simplement dire que sur les dernières années, le marché est optimiste.
OK, de plus en plus optimiste par rapport à la moyenne. Donc, moi, idéalement, je vais me rester à 20 fois les bénéfices. C'est mieux comme ça. Il y a le moins de chances que... Le but n'est pas d'avoir précisément raison, mais le moins tort possible. OK? Est-ce que c'est un business prévisible? Là, par contre, c'est questionnable. Mais je vais regarder les dernières années ici. Sur les dernières années, qu'est-ce qu'on a? Depuis 2019, c'est un marché assez prévisible. Peut-être qu'également, la demande est de plus en plus élevée cette période-là, enfin, sur les dernières années. Donc, on va se dire que sur les dernières années, oui, c'est prévisible. D'accord? Mais l'historique ici, en termes de prévision, ce n'est pas trop ça. Donc, il faut faire attention à prendre avec des pincettes. Peut-être qu'également, il y avait des changements dans ce business-ci. On en sait... Enfin, quantitativement, on ne peut pas le voir, mais ce sont des questions à les poser. Donc, j'essaie également de regarder au niveau des cash flows opérationnels si on a réussi également à faire de bonnes prévisions dessus. Quand je regarde les cash flows opérationnels, c'est du 50-50 également. Donc, on va se dire que faut faire attention quand on prend en considération les prévisions par rapport à ce business-ci. Donc, les attentes des analystes, c'est bien, mais l'historique prouve qu'ils ont tendance à ne pas... Une fois sur deux, ils se trompent. Donc, il faut faire très attention. Alors, s'il faut faire attention, ça me convient. Je suis encore plus convaincu ici d'acheter aux alentours d'une quinzaine de fois les bénéfices et de préférence à un prix qui n'implique pas une croissance. Ce qui veut dire que le prix qui n'implique pas la croissance, c'est quoi? Vu qu'ils ont maintenu les objectifs ici pour 2024, ce qui veut dire que si on arrive à générer à peu près 20 fois les bénéfices de 2024, ça donne 366 euros. 366 euros. Donc, est-ce qu'on a une énorme dette ici? Il me semble que la dette nette n'est pas assez élevée. Alors, idéalement, je ne surpaye pas à ce prix. Donc, à partir de ce prix, ça veut dire que toute croissance supplémentaire, ça sera que du bonus, tant que l'entreprise se négocie au moins 20 fois les bénéfices. D'accord? Toute croissance supplémentaire, ça sera que du bonus. Dividendes, etc., ils ont les moyens de le payer. Parce qu'idéalement, si vous reversez la totalité des bénéfices en dividendes en date d'aujourd'hui, vous aurez à peu près un rendement. L'entreprise s'échange à combien en date d'aujourd'hui? À l'heure où je tourne, c'est 354 $. À l'heure où je tourne cette vidéo, les attentes sont encore en date d'aujourd'hui aux alentours de 18 $, 31. Donc, on va prendre ici, je vais mettre 18 $ divisé par 354, ça donne au total combien? 5% de rendement. Donc, en achetant du Virbac au prix actuel, je ne surpaye pas. Toute croissance supplémentaire, ça sera que du bonus pour moi. Donc maintenant, si je veux investir sur du Virbac, je dois questionner la croissance. Si je me base sur l'estimation des analystes ici, je pourrais me dire, oh, on s'attend à 22 $ l'action en 2026, mais comme je l'ai mentionné tantôt, faites attention parce qu'ils ont tendance à se tromper sur leurs prévisions. OK? Donc, le fait qu'ils disent en date d'aujourd'hui que le ralentissement nous surprend, même si c'était attendu, ils ont tendance à ne pas faire de bonnes prévisions. D'accord? Une fois sur deux, ils se trompent. Donc, ça prend également en considération. Tel que le fait que l'entreprise se retrouve à ce prix en date d'aujourd'hui, ce n'est peut-être pas mauvais. OK? Ça pourrait permettre à certaines personnes ici de prendre une petite position parce que ce n'est pas l'opportunité du siècle. Idéalement, c'est un business. Si elle vient nous chercher aux alentours ici, voilà. Si le business, comme vous voulez. Donc, une entreprise, d'accord? Si Virbac vient nous chercher à peu près aux alentours ici de 332 $, pourquoi pas? Idéalement, même 214 euros, excusez-moi, dollars, euros, vous voyez ce que je veux dire? On parle ici d'euros. Ça pourrait être intéressant. Donc, si je veux l'acheter au prix actuel à 354, il faut vraiment que la croissance attendue soit élevée. Donc, je vais surtout passer mon temps à questionner la croissance. Regardez les compétiteurs, à savoir, on a du Virbac, on a du Veto Quignol, on a du Zoetis, toutes les entreprises que vous pouvez retrouver. Voilà, Virbac, est-ce qu'elle est dans la watchlist? Non, pas encore, je l'ajoute dans la watchlist et je mettrai ici comme price target. Voilà, on va être gentil, hein. Estimons, on va se dire ici que prenons à peu près l'estimation des analyses. D'accord? Admettons que sur les dernières années, ils ont raison. Ils arrivent à mieux prévoir, mieux faire des prévisions sur les dernières années, même si l'historique ici montre que 50% du temps, ils se trompent, mais c'était avant 2019. Peut-être qu'ils ont trouvé le business de plus en plus stable également. Ici, on peut se dire 443 €. OK? Je ne prends même pas en considération la dette, considérant qu'elle n'a pas de dette ni de cash net. Ça fait 443 €. Et je viens ici. Si le marché paye plus que ça, tant mieux. Si le marché paye 25 fois les bénéfices, tant mieux. Mais moi, je me limite à 20 fois les bénéfices. 400 parce que c'est la moyenne des 20 dernières années. Sur les 10 dernières années, on a remarqué ici que la croissance est de plus en plus... on a une revalorisation au niveau des multiples. Donc, vous pouvez également regarder la concurrence, etc. Mais 20 fois, c'est correct. OK? Si c'est plus que ça, tant mieux. Donc, 443 $, je viens dans ma watchlist, je mettrai ici l'entreprise à
$443. Donc, si vous avez accès à la watchlist, en description de la vidéo, d'accord, vous avez ici la watchlist, etc. Donc, je vous laisse aller voir ça. Si vous avez des questions, vous pouvez également réserver un appel. Et pendant que vous êtes là, sur mon compte Insta, vous pouvez également m'envoyer vos questions sur le compte Instagram. C'est également en description de la vidéo. Et n'oubliez pas les produits offerts par la maison ici. Ça concerne quoi, les produits offerts par la maison? C'est essentiellement ceci. Nous sommes en période des résultats. Donc, idéalement, si je lis, c'est une compagnie européenne. Et quand je lis, je préfère écouter les conférences call ici. Je pourrais vous donner mon avis par rapport à ce business-là. Voilà, qu'est-ce que moi j'ai compris, etc. Ça vaut ce que ça vaut. Ok, c'est ce que je mettrais généralement ici dans les produits offerts par la maison. Et en supplément de ça, quand je parle de produits, voilà, c'est essentiellement ici des produits, c'est essentiellement ici des analyses ou bien des réflexions sur des sujets bien particuliers. Également, quand je partage également des éléments dans la top newsletter, sachant que parfois ce sont des éléments, même pas parfois, ce sont des éléments que je considère importants, parce que ma top newsletter ici, c'est essentiellement l'éducation. Si vous voulez apprendre par vous-même, la top newsletter pourrait être intéressante pour vous. On parle de plusieurs sujets, on ne va pas parler d'analyse quantitative ou quoi que ce soit, parce qu'on en fait déjà énormément sur cette chaîne. On peut peut-être parler de concepts ou quoi que ce soit, mais voilà. Je pourrais mettre certains de ces éléments-là dans les produits offerts par la maison afin qu'ils ne se perdent pas dans le temps. OK? Donc, je vous laisse aller voir ça en description de la vidéo. C'est gratuit, c'est à $0, d'accord? Donc, ici, n'oubliez pas, est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre voiture? Bien sûr. Donc, on va la mettre ici à 300. Voilà, pas de 300, mais on était à combien? Je vais revenir dessus. Je prends ça, Virbac. Où est-ce qu'on a la watchlist? Où est-ce que tu te trouves ici en date d'aujourd'hui? Alors, de toutes les façons ici, comme je dis toujours, ce genre d'entreprise, le ralentissement peut être normal, surtout quand on parle ici d'une entreprise qui va vendre des produits. Posez-vous la question, à qui est-ce qu'elle vend ces produits-là? D'accord? Ce sont des produits ici, parce qu'on a besoin d'un distributeur. Si les distributeurs ici sont pleins, bah, c'est normal qu'on ait de temps en temps des ralentissements. Ce qui veut dire que, de toute façon, dans notre rôle est d'acheter les business ici à un prix inférieur à leur valeur. Ici, on remarque que le prix que le marché est en train de proposer en date d'aujourd'hui n'est peut-être pas aussi mauvais que ça. Donc, ça pourrait même nous encourager à rentrer en position. Donc, Virbac, je mettrai ici la date d'aujourd'hui. Voilà. On met ça. Voilà, pour Virbac, on était à combien en termes de price target? À 20 fois les bénéfices avec un tout petit peu de croissance, 443 €. Donc, je reviens là, je mets mon 443 €, ce qui veut dire que si demain, je recherche une opportunité d'investissement, je pourrais me dire, oh, Virbac est intéressante en date d'aujourd'hui. Plusieurs entreprises dans le secteur ici de la santé, qu'est-ce qu'on a ici? On a Genmab. Après, il faudrait que je mette à jour cette Genmab ici. On a Sanofi intéressant, on a Coloplast, etc. Donc, essentiellement les entreprises qui, moi, m'intéressent. Clinica Baviera, peut-être que ça mériterait même une nouvelle mise à jour ici par rapport à Clinica Baviera. Il me semble que pour cette compagnie, le prix était à la limite correct, hein, si je ne me trompe pas. Mais c'est également une entreprise intéressante à suivre dans tous les cas de figure. Bref, vous avez tous ces éléments-là en description de la vidéo. Donc, pour nous, on va se dire ici que pour du Virbac au prix actuel, c'est correct. OK? En tout cas, 354 €, je précise. C'est correct. Donc, si vous avez du Virbac, ne paniquez pas. D'accord? La valorisation également était assez généreuse. Même ça prend en considération une certaine croissance ici. Mais dites-vous que le but ici à 354, c'est pas si mauvais que ça, d'accord? C'est pas l'opportunité du siècle, mais c'est surtout la croissance qu'il faut regarder, ok? C'est surtout la croissance, d'accord? Alors, je tourne cette vidéo, le plus haut ici, c'était aux alentours ici de 400 € par là. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas atteindre ces 400 €, d'accord? Mais il va falloir qu'elle livre la marchandise. Donc, intéressez-vous au business, ne vous inquiétez pas. En tout cas, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement. Ça fait toujours plaisir. Merci.